Moi, je conseille souvent de passer par les nano-influenceurs, c'est-à-dire les influenceurs entre 10, 15, 20, 30 maximum au début parce qu'ils ont un visitorat, une communauté, on va dire, qui est beaucoup plus sensible et à l'écoute que les très gros influenceurs ou même les influenceurs de taille moyenne à 100 000 par exemple où les gens sont beaucoup trop sollicités, ils font beaucoup de sponsors et de pubs et finalement tu es un peu noyé dans la masse. Salut Mickaël et bienvenue sur le rendez-vous marketing. Trop content de t'avoir et de pouvoir faire ce podcast avec toi. Écoute, comment tu vas aujourd'hui? Ça va, ça va. Merci de me recevoir, Danilo, sur ton joli podcast. Je vais très bien. On commence l'année 2024 sur les chapeaux de roue. Ouais, super. Est-ce que tu peux te présenter pour un peu l'audience et les gens qui te connaissent pas encore? Ouais, bien sûr. Donc, moi, c'est Mickaël. J'ai 32 ans. J'ai monté ma marque qui s'appelle Flotte. On fait des imperméables colorés, éco-conçus avec ma compagne Lily. Donc, on est deux associés et on a monté cette entreprise il y a maintenant 3 ans. Et 3 ans. ouais, exactement 3 ans et ça se passe plutôt bien. Donc, elle est partenaire avec moi dans la vie comme au boulot et c'est une très très belle aventure ensemble. Franchement, je savais pas que c'était aussi récent. Je pensais que c'était plus 4 ans. Donc 3 ans, ça me paraît. Enfin, c'est vraiment. Finalement, c'est rien du tout quand tu t'es lancé en plein Covid, donc en 2021. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le lancement, sur comment vous êtes lancé, d'où est venue l'idée, c'était quoi un peu les différentes étapes que vous avez menées pour vous lancer? Donc, de ce que tu disais, tu l'as lancé avec ta compagne, donc un projet de couple, et donc Ouais. toute une organisation, à mon avis. Alors, pour la petite histoire, moi, je suis issu du milieu du textile habillement depuis ma plus tendre enfance. J'ai baigné dedans depuis que j'ai 16 ans. J'ai arrêté les cours très jeune, sans brevet, sans bac. Et le seul endroit où on pouvait trouver facilement du travail, c'était dans le textile en tant que préparateur de commandes, etc. Et j'ai baigné dedans pendant près de 10 ans. J'ai pu avoir la chance de voir un peu tous les aspects de ce métier-là. Et entre-temps, j'ai rencontré donc Lily, qui est devenue ma femme par la suite, qui elle était dans le marketing dans une boîte qui s'appelle Johnson Johnson. Elle travaille pour les dermocosmétiques de Biafine. Et très vite, nous est venue l'idée de monter notre boîte, notre marque un jour. Et finalement, ce jour-là s'est présenté lorsque sa meilleure amie, Alili, recherchait justement un imperméable pour son voyage à Bali lors de la saison des pluies. Et elle posait la question à Lily comme ça, ouais, elle demande à Michael s'il connaîtrait pas une marque d'imperméable éco-conçu, euh, mais quand même en étant abordable. De là, on avait regardé, on avait constaté que finalement, à cette époque-là, en tout cas, il n'en existait pas. Et ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. Et on en a discuté pendant longtemps comme une blague, j'ai envie de dire, avec Lily et moi, en se disant, bah tiens, il faudrait la monter, cette marque-là, comment tu ferais, de quelle manière tu la ferais, quel positionnement, etc. Et jusqu'à un jour où on s'est dit, ouais, mais comment on l'appellerait cette marque? Et moi, très premier degré, je disais, ouais, je l'appellerais soit eau, parce que c'est une marque en rapport avec la pluie, soit tout simple, imperméable, un truc comme ça. Elle m'a dit, non, c'est ridicule, il faudrait choisir un nom accrocheur. Et elle m'a cité flotte comme ça du premier coup, parce que flotte, c'est de l'argot français, ça veut dire la pluie, ça veut dire l'eau, ça veut dire une équipe, une flotte de navires, d'une flotte, etc. Et ça a concrétisé un peu la chose et je lui dis ouais mais c'est génial ton idée, vas-y viens on se lance. Ok, aussi simple que ça. Et du coup, c'était quoi la suite? La suite après bah c'était de vraiment se challenger sur le positionnement du produit, de la marque, quelles étaient les valeurs de la marque. Alors nous on avait pour but justement de faire une marque de mode responsable quand même, parce que des marques et des vêtements, il y en a beaucoup. On sait que c'est une mode de consommation qu'on ne pourra pas changer. Les gens ont envie de s'habiller, ont envie de se démarquer, mais on voulait au maximum participer à une économie, on va dire, plutôt plus saine et plus responsable.
Donc on s'est dit, il faudrait faire quelque chose de soit upcyclé, soit recyclé, quelque chose qui ne n'impacterait pas encore plus notre planète. Donc on s'est dit, ok, qu'est-ce qui s'offre à nous? Très vite nous est venu l'aspect plastique recyclé pour faire ce produit-là. Et donc, on a dû aller chercher et sourcer justement ces fabricants. Et on voulait absolument faire notre imperméable en France au début. Donc, on s'est cassé la tête pendant 4, 5, 6 mois presque à faire notre imperméable et à sourcer et à aller discuter avec plein de fabricants. Et on a remarqué que finalement, c'était un savoir-faire qui s'était complètement perdu localement à cause de la désindustrialisation depuis ces 10-15 dernières années. Et on s'est penché sur où est-ce que alors étaient fabriqués la plupart des imperméables qu'on pouvait voir sur le marché. Et on a remarqué que tous étaient fabriqués plus ou moins au même endroit, donc notamment en Chine. Et donc on s'est automatiquement tourné vers ce pays-là pour comprendre pourquoi. On a compris que c'est là-bas où on trouvait encore la meilleure technicité, fabrication, etc. Alors je sais qu'en impact environnemental, c'est pas la meilleure des solutions, mais tout dépend de comment on le fait, comment on importe cette marchandise-là. Donc on a choisi de le faire par bateau, on a choisi de fabriquer nos pièces entre le fabricant de tissus, la confection, etc., à moins de 500 km les uns des autres pour éviter au maximum notre émission de carbone. Ok, je vois. Donc, tu as parlé beaucoup de vos valeurs comme axe de différenciation pour votre positionnement, parce que quand tu lances une marque de prêt-à-porter, clairement, tu as beaucoup de concurrence, donc c'est dur Ouais. enfin, de se lancer et d'arriver quelque part sur le marché. Par contre, il y a un autre truc qui est assez distinguable, remarquable sur vos vêtements, c'est les couleurs. Et Ouais. là-dessus, est-ce que vous avez, je pense que c'est aussi un axe pour vous qui a dû permettre de vous différencier, d'aller peut-être vous faire remarquer dès le départ. Ouais, clairement, bah, on sortait en pleine période de Covid. Tout le monde broyait un peu du noir. Et, euh, et on a remarqué qu'en sortant du Covid, à l'époque, en tout cas, quand il pleuvait, les gens n'avaient pas trop envie de sortir de chez eux, ou quand il faisait un temps assez gris. On a remarqué que pendant le Covid, bah, finalement, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse froid, on avait tous envie de sortir parce que rester enfermé chez soi, c'était très compliqué, cette manque de liberté. Et finalement, on s'est dit, ouais, mais qu'est-ce qui inciterait les gens à sortir un peu plus et pourquoi les gens ne sortent pas pendant les jours pluvieux et pourquoi quand les gens sortent avec des tenues très sombres, des tenues un peu sac poubelle sur eux. Et on s'est dit, ouais, tu vois, on kifferait un peu plus ces jours pluvieux si on apporterait de la couleur dedans, si on apporterait de l'optimisme, de l'amour, des bonnes vibes. Et logiquement, on s'est dit, ouais, mais tiens, regarde cette personne qui marche là, habillée en noir, et si on lui foutrait une pièce top, super sympa, en couleur fuchsia, en couleur vert pétant, etc., ce serait beaucoup plus gai. Et c'est de là où est né finalement le côté coloré. Et de fil en aiguille, on a établi nos valeurs qui étaient l'optimisme, qui était le côté feel good, qui était le côté coloré, et tout ça représente un peu les valeurs de la marque. Ok, c'est très clair là-dessus. Et une fois que vous aviez vos prototypes et que vous avez un peu réfléchi à quoi allaient ressembler vos imperméables, vous êtes allé chercher comment vos premiers clients? Alors les premiers clients, nous, on a envie de dire, on est né de base du wholesale, du B2B, de par mon expérience passée. Et avec les prototypes qu'on avait, on est parti faire des salons professionnels euh, D'accord. où on avait la chance de confronter nos modèles, nos idées à un milieu professionnel, à des acteurs, à des grands acheteurs de grands comptes, type Galeries Lafayette, Bon Marché, Printemps, etc. Et de leur présenter nos produits. Donc on a fait un salon, on a tout mis justement dans l'élaboration de notre collection, de notre prototype et dans le salon. Et on est arrivé avec un book et avec une collection et on leur a dit voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et tout de suite, les gens ont adoré. On est venu un peu disrupter le marché de l'imperméable qui était connoté comme très sombre
On allait Ah se ouais. battre contre le mauvais temps. Et nous, on est allé plutôt vraiment feel good, good vibes, en leur disant tiens, on fait des impairs, mais on est coloré, on est joyeux, c'est cool d'être sous la pluie, etc. Donc finalement, les gens ont ultra adhéré le discours et ont tout de suite passé commande lors de ces salons-là et ça nous a mis tout de suite un pied dans l'activité. Ok, c'est hyper intéressant. Donc finalement, vous avez commencé en B2B, donc pas forcément en direct, en D2C avec un site web. J'ai peut-être une autre question subsidiaire avant de passer là-dessus justement. C'est est-ce que vous aviez levé des fonds pour lancer des productions? C'est une question que je pose souvent à mes invités. Ouais, bah non, pour le coup, on n'a pas levé de fonds. Euh, Dans le monde du B2B et du textile, on a encore cette chance-là où on peut lancer une marque pour pas trop d'investissement. Alors il en faut un peu quand même, mais pas énormément. Et que si on a les bonnes idées, si on communique de façon différenciante, on peut se démarquer même si il y a une forte concurrence. On a commencé en fonds propres. Après 6 mois d'activité, on a eu la chance de passer dans une émission qui s'appelle Qui veut être mon associé. Mais on pourra en parler tout à l'heure. Mais Et c'est à ce justement, moment-là où on a levé un peu. ouais, c'est ça que je vais te demander, c'est que en soi, quand vous êtes passé sur Qui veut être mon associé, vous existez depuis, je dirais, une bonne année, si je comprends bien. Vous Ouais, existez 6 mois. depuis 6 mois. Donc, vous aviez déjà validé votre concept, il y avait déjà des ventes en wholesale. D'ailleurs, je vous aussi une question là-dessus. Est-ce que les ventes en wholesale, tout s'est fait, enfin, ça s'est fait via les salons, mais est-ce que tu as eu des opportunités via ton réseau, vu que ça faisait déjà des années que tu étais dans le secteur? Ouais, bien sûr, on a eu des opportunités via mon réseau, mais on les rencontre lors de ces salons-là. J'ai la chance lors de ces salons-là de connaître quand même deux, trois personnes qui m'introduisent à un tel ou un tel. J'avais aussi la chance de me dire ah, avec cette personne-là peut-être j'ai pas forcément envie de travailler, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle ne correspond pas forcément à nos valeurs. Mais cette personne-là, on a envie de travailler avec elle. Et donc, on savait qui targeter plus ou moins. Et après, on cherchait aussi des partenaires en tant que des distributeurs, des showrooms pour représenter la marque. Et donc, tout de suite, lors du premier salon, on a principalement, on cherchait des clients, mais on a principalement cherché également des distributeurs pour nous accompagner dans la croissance de la boîte. D'accord. Et les distributeurs, donc c'est eux qui ont fait le relais de votre notoriété également, puisque ben, ça vous faisait des ventes, mais également ça vous faisait connaître en avis dans Paris et dans d'autres villes en France. Ouais. C'était qui ces distributeurs? C'est des distributeurs qui distribuent différentes marques. C'est des multicartes, si tu veux, qui distribuent différentes marques au sein de leurs agences, Ouais, qui peuvent avoir des marques comme Cabaya, qui peuvent avoir des marques comme Veja ou Fagua, par exemple. d'accord, ouais. Donc même Et univers. c'est voilà. Et le salon nous permet d'être visible, de présenter nos collections, de rencontrer ces personnes-là et de rencontrer des acheteurs. Après, le relais est pris par ces distributeurs-là qui vont aller faire le travail de fond, qui vont aller solliciter leurs clients également, leur base de clients Oui, avec lesquels ils ont via leurs autres marques, pour proposer la nouvelle marque qu'ils ont dans leurs agences. j'ai compris. Donc voilà, donc pour vraiment récapituler, après 6 à 9 mois, vous étiez bien lancé en wholesale avec les distributeurs. Par contre, comme tu Ouais. sais beaucoup mieux que moi, ben, les marges sont un peu plus réduites. Donc là, vous avez dit, bah, il faut peut-être sûrement faire du direct to consumer, aller directement vendre aux particuliers en direct via un site web ou même une boutique physique. Quand vous avez lancé le site web, comment vous y êtes pris? Encore une fois, tu parlais de qui veut être mon associé, mais est-ce qu'avant qui veut être mon associé, il y avait déjà une traction sur le site web? Et qu'est-ce que vous avez fait pour apporter des Alors, visiteurs? Alors c'est très marrant parce que on a appris vraiment sur le tas. Au tout début, quand on a monté la marque, on s'est dit il nous faut quand même un site internet. On n'est pas connu, on ne sait pas comment ça marche. On va monter un site rapidos sur Wix. Je crois que ça nous coûtait 50 balles, un truc comme ça. On a pris un nom de domaine sur OVH, etc. C'était Ok, vraiment anecdotique. On faisait à quoi une vente par mois, je crois, sur le site, ah mais oui. sans rien du tout. On s'est dit, ah, tiens, à chaque fois qu'on avait une vente, on était content, mais c'était une fois par mois. On s'est dit, comment on pourrait faire pour pousser ça? On avait besoin d'être accompagné. Pareil, on a travaillé avec une agence
qui nous a dit OK, je pense que vous devez changer de site, je pense que vos photos sont pas bonnes, je pense qu'il faudrait améliorer le discours, mettre plus en avant vos éléments de différenciation. On les a écoutés et c'est les premiers aussi à nous avoir dit bah, je pense que il faut investir dans l'acquisition. Alors on n'était pas très chaud parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. On a commencé avec, comme tout le monde, je pense, avec 30 euros. Et progressivement, on a augmenté les budgets de fil en aiguille. Et après, on a internalisé tout ça. Et c'est toi, enfin, c'est toi, toi-même, pardon, qui gérais les budgets en acquisition ou est-ce que c'était l'agence? Alors, nous, on leur donnait un budget et l'agence prenait ce budget-là pour le répartir. On faisait principalement que Meta à l'époque et l'agence nous disait ouais bah il faut mettre à minima 50 ou 100 euros par jour pour avoir un retour et nous on avait très peur, on n'avait pas beaucoup d'argent Ouais, donc on se disait ça va très vite 50 euros par jour tout de suite sur un mois ça monte très vite donc on s'est dit ouais attention non nous on va mettre que 30 on va voir ce que ça donne. Et si jamais on arrive, si nos 30, on fait des petits bébés, on arrive à 60 ou 90, bah là, on réinjecterait de l'argent. Mais c'est ça. ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Au début, tu as besoin de faire travailler l'algorithme, etc. Donc, on mettait. Et je crois au début, on mettait 30 euros, ça nous rapportait rien. Après 30 euros, ça nous rapportait 20. Après 30, ça nous rapportait 30. Et après, de fil en aiguille, D'accord. ça a Ouais. augmenté crescendo. C'est hyper intéressant. Donc, vraiment, au début, bah, vous avez investi de l'argent et ça marchait pas trop. Vous avez peut-être pas beaucoup de retours sur la plateforme, ni même sur le site. Et puis après, au fur et à Ouais. mesure que les gens aillent sur le site, reviennent, voient des pubs en retargeting, tu as commencé à avoir un meilleur retour sur investissement sur la plateforme. Et donc, du coup, plus de ventes et plus de marge. Et donc, quand tu commences à Ouais. dégager de marge, tu te dis, OK, je peux aller plus loin, Je crescendo. peux Donc, toi, aller tu plus sais loin. Et exactement. aussi, ouais, et aussi la petite anecdote et la petite histoire, c'est et le conseil que je pourrais donner, c'est échanger avec beaucoup de monde, essayer de vous renseigner, essayer de partager beaucoup avec d'autres parcours, d'autres personnes. Pourquoi? Parce que nous, on était monté à un moment donné où je crois on mettait 300 euros par jour, ce qui Pas était un mal. budget assez conséquent. Et, euh, et à un moment donné, on s'est dit, oulala, là là, c'est beaucoup. Est-ce qu'on réduirait pas un peu? Et à force d'échanger avec les gens, ils nous ont demandé, ouais, mais est-ce que vous avez calculé votre ROS? Est-ce que vous avez calculé votre retour sur investissement? On regardait, on disait, ouais, non, on va jeter un coup d'œil. On voyait que on avait un ROS de 4. Ils nous ont dit, ouais, bah, si tu as un ROS de 4, pourquoi tu veux réduire? Parce que pour nous, ça paraissait énorme déjà en Oui. termes Ouais. d'investissement. Ils nous ont dit, non, bah, si tu as un ROS de 4, il faut continuer à appuyer sur le champignon. Il faut aller, et ils nous ont appris le mot aller scaler. Moi, je savais pas ça voulait dire quoi. Scaler, OK. grosso modo, c'est tant que ça gagne, remettez et appuyez un peu plus. Et c'est là où, après, on a pris Ouais. ces conseils et on a augmenté, on a augmenté, on a augmenté. Ouais, ouais, j'adore ce que tu me dis. Enfin, c'est marrant parce que vous êtes vraiment comment vous démarrez comme des novices et les termes scale, CPA, ROS, vous connaissiez pas. Vous avez Pas du tout. juste été, je pense, à l'instinct en fonction du trafic qu'il y avait sur votre site et des ventes qui étaient générées. Parce que de ce que je comprends, votre principal relais de trafic, c'était Meta et pas forcément Google ou le SEO Non. ou Ouais. même l'influence. Et vous êtes vite arrivé à 300. En petite curiosité, ça a pris combien de temps de passer de 30 à 300 pour vous en termes de mois? De 30 à 300, on a bien mis 9 mois à un an, hein, presque. Ok, 9 mois, un an. Et là, on est encore une fois en 2021. Ouais, en 2021. 2021, ok. Une année assez difficile pour Meta, je sais pas si tu sais, parce qu'il y avait la mise à jour d'iOS 14 et je sais pas si ton agence t'avait expliqué que du coup les perfs étaient pas très bonnes puisque y a plus rien qui a monté, on va dire. Ouais, ouais. Enfin, c'est pour ça que je pense qu'on s'était beaucoup posé la question et c'était une année où aussi de plus en plus. Enfin, nous, on n'a pas eu la chance de connaître les années fast où le ROS était de 8, de 10, de ce que je peux entendre Ah oui, des MVP qui ont ouais, commencé en 2014-2015. On n'a pas connu ces années-là et en 2021, c'était déjà la période où on disait que le CAC devenait de plus en plus cher, que tout augmentait et iOS ouais. 14 est arrivé également où on avait de plus en plus de mal à traquer. Euh, Non, et nous, ça nous c'est a vrai. fait beaucoup peur.
C'est assez intéressant ce que tu dis parce que, en effet, nous, on a très peu de clients qui font des ROAS de plus de 7-8. Il y en a deux trois qui sont chanceux qui les ont, mais qui ont aussi des marges beaucoup plus faibles avec des Mm. produits qui coûtent assez cher dans la production. C'est vrai que enfin, vous n'êtes pas lancé au meilleur moment, on va dire. Parce que si tu me disais, je me suis lancé en 2019-2020, ta croissance aurait été beaucoup plus rapide, c'est sûr et certain. Là, tu t'es Ouais, lancé en 2021 dans un contexte qui était un peu maussade avec le Covid, les problèmes que connaissait Meta avec iOS 14, et puis après, l'augmentation graduelle des CAC fin 2021-2022. Donc, pas simple du tout de se lancer à cette période-là. Et après, maintenant, j'aimerais bien revenir sur ce dont tu as parlé il y a quelques minutes, sur qui veut être mon associé. Donc, moi, c'est comme ça que je ouais. vous ai découvert et que j'ai découvert Float. Tu as expliqué, vous êtes passé sur qui veut être mon associé. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliques peut-être pas à pas quel a été l'impact déjà de cette émission, comment vous Ouais. avez été contacté, comment vous avez préparé ça et est-ce que vous avez fait quelque chose dans le digital pour profiter de ce passage TV? Ouais, ouais, alors après, tu me diras ce que tu veux, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Mais grosso modo, moi j'avais vu lors du enfin lors du confinement, j'avais vu la première saison de Qui veut être mon associé. Et comme on était en plein lancement de la boîte, etc., ça nous a beaucoup parlé. J'ai beaucoup regardé cette émission et je me rappelle que à la fin de chaque émission, il y avait une appel à candidature. Et j'en avais parlé à Lily en rigolant, bah tiens, ce serait bien qu'on participe, qu'on fasse cet appel à candidature. Lily m'a dit non, mais c'est de la télé, arrête de Peut-être pas. rêver, arrête de croire, c'est pas vrai, etc. C'est comme de la télé-réalité. Et donc au début j'ai laissé tomber et après ça m'est revenu dans la tête et je lui ai reposé la question. Elle m'a dit non, mais laisse tomber, ça sert à rien. Et ça m'est encore trotté dans la tête encore 2, 3 semaines. Et j'en ai reparlé une troisième fois et je sais pas pourquoi, ça me trottait dans la tête. Et Lily m'a simplement dit, écoute, si tu penses qu'il y a quelque chose à faire, va, postule. Et si jamais tu as un retour, quoi que ce soit, eh ben, je te donnerai un coup de main pour avancer sur le sujet. Ok, donc elle n'était Donc, pas convaincue. donc, ouais, pas très convaincu. Et moi, je suis allé vraiment au culot et jeter une bouteille à la mer. J'ai postulé comme ça. Et ils m'ont répondu le lendemain. Ils m'ont rappelé. Ouais. Et c'était, je crois, avec le recul maintenant, que la première saison, c'était pas une saison ultra euh, où il n'y avait pas eu énormément de téléspectateurs et de prise de part de marché. Ah, Donc, d'accord. ils avaient besoin de beaucoup de candidatures et de choses comme ça. Donc, avec qui on a échangé avec eux. Ils nous ont demandé de leur envoyer tout ce qui était BP, deck, présentation, les marges, pourquoi vous cherchez à des investisseurs, etc., sans nous dévoiler qui seraient les investisseurs. Donc Lily et moi, on a passé des journées à remplir tous leurs questionnaires. Ils nous ont demandé de faire une vidéo de nous-mêmes avec notre téléphone pour regarder un peu comment on se présente devant une caméra, notre gestuelle, etc. On leur a Ok. envoyé et très vite, on est passé jusqu'à la dernière étape. Et la dernière étape, c'était la prod M6 et la prod qui devait valider si on était accepté ou pas. D'accord. Donc Voilà. parfois tu fais une production M6 et ils peuvent te valider, enfin ils peuvent dire finalement on te prend pas. Donc ça arrive qu'il y ait des. Ça Ah ouais. arrive et ça arrive même que certains candidats passent et ne sont jamais diffusés. D'accord, ok, d'accord. Ça je savais pas du tout. Ok. Ouais. Donc en gros, finalement t'es venu quand même d'une opportunité que t'as vue enfin, que t'as vue à la TV, tu t'es dit ça peut être intéressant, t'as poussé le truc, t'es y allé au culot, et puis après vous avez quand même passé du temps à préparer le dossier, donc c'est pas un truc qui est venu comme ça vers vous, c'est pas de la chance sur le coup, c'est un truc provoqué. Ouais. Euh, Ouais, ouais, et non, vraiment. Je pense que de toute façon, même dans la chance, il faut aller savoir provoquer sa chance. Il faut aller savoir saisir toutes les opportunités qui se projettent devant nous. Alors, parfois, on y croit et on est un peu déçu. Là, en l'occurrence, on n'y croyait pas trop et c'était à chaque fois une bonne surprise. Et même le jour où on a été sélectionné, où on devait passer, on est allé, Lily et moi, et on s'est dit, bon, c'est une expérience de vie. ouais, Comme s'était lancé dans cette aventure-là, ça ferait une bonne anecdote à raconter plus tard quand on sera vieux. Et si ça marche pas, tant pis, on aura vécu une belle expérience ensemble. Donc on bien est sûr, allé oui. vraiment En pression. ouais, sans attente. Lily avait quand même préparé un texte, etc. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui va au feeling.
Ah ouais, c'est vrai que Elle c'est que j'ai m'avait, déjà vu des, excuse-moi, je te t'interromps, j'ai déjà vu ouais. sur QVEMA, des pitchs qui sont vraiment travaillés ligne par ligne. Donc toi, tu es en train de dire que enfin, t'es plus au Alors, non, enfin, attention, Lily, quand même, est très organisée, contrairement à moi, et elle m'a forcé, pour le pitch, parce on nous demande de pitcher pendant 3 minutes et de le faire selon des règles. Alors, ils nous imposent pas comment le pitcher, mais ils nous donnent des règles, comme quoi, combien vous cherchez, qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Forcément. Donc, Lily a quand même préparé un pitch, m'a poussé, m'a obligé entre guillemets à l'apprendre quand même, ce pitch-là. Et après, dans les questions-réponses, pour le coup, c'est vraiment au naturel. Faut d'accord. savoir que le tournage, le moment qu'on passe en réalité sur le plateau dure entre 40 minutes et 1 heure, Ah mais la oui. diffusion ne dure que 10-15 minutes du passage. D'accord, donc il y a quand même des cuts, etc. Donc, ok. Ouais, ouais. Et vous avez demandé combien et vous avez obtenu combien lors de cette émission? Nous, on est allé, on savait, enfin, on s'est dit c'est une émission de télé. On va pas demander non plus des sommes astronomiques et se faire rembarrer ou passer pour des rigolos. On était venu, on avait demandé, je crois, 100 000 € pour 5% du capital, ce qui était une offre quand même assez, assez intéressante pour nous et pour les investisseurs. Je trouvais que c'était Ouais, le bon milieu. Et on est ressorti avec 150 000 € pour 10% de l'entreprise, je crois. d'accord, ok, d'accord. Ouais, donc finalement, vous restez quand même, enfin, On ça reste reste quand dans même les clous. intéressant, un tout petit peu moins que les 5% de base que tu disais pour 100K. Donc tu valorises ton entreprise au départ à 2 millions et elle a été valorisée à 1,5 million par an. 1,5 million, ouais. Par contre, je me rappelle plus qui a investi, c'était Anthony ou est-ce que c'était Eric ou je me rappelle plus. Alors justement, dans les moments qui ont été diffusés et qui ont été cut, finalement, quand on a exposé nous notre business, j'ai envie de dire, la plupart des investisseurs ont apprécié le mindset de moi et Lily, de la boîte, etc. Mais nous ont dit, bah, le textile, c'est un milieu où on n'a pas trop envie d'y aller, c'est pas trop sexy pour nous. En tout cas, ils préféraient d'autres secteurs. Ouais, Et finalement, on avait la chance, et c'était un hasard parce que je crois qu'elle ne devait pas faire partie du tournage ce jour-là. On a eu Sophie Méchali, qui est la créatrice et fondatrice d'une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Paul Joe, qui est une marque qui a de plus de 30 ans dans le premium luxe et qui a tout de suite, elle, pour le coup, compris la valeur qu'avait Flotte et la différenciation que pouvait avoir Flotte comparé aux autres acteurs du marché. Tandis que les autres investisseurs qui ont un regard finalement très bienveillant, mine de rien, même s'il y a du cut, c'est de la télé, hein, mais ils ont, en réalité, ils ont toujours un regard très bienveillant, nous disent que voilà, tu as une très belle marque, mais moi, soit j'investis pas dans le textile, soit j'ai pas vraiment de choses à t'apporter parce que je ne connais pas assez ce domaine-là. Et, et derrière, on a eu la chance que cette personne-là, Sophie Méchalet, donc, était présente pour, euh, pour, euh, pour comprendre. d'accord, ok. Et maintenant que tu nous as un peu expliqué comment c'est passé dans l'émission et qui a investi, et combien la personne a investi, donc Sophie Méchalet, c'est quoi les retombées pour la marque? Genre à la fois en termes de visibilité et même aussi en termes d'apprentissage, parce que je suppose que Sophie était là pour vous accompagner et vous aider à bien investir l'argent. Ouais, ouais, clairement, les retombées, déjà, on va dire directes ou indirectes. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que faut savoir qu'entre le tournage et la diffusion, il se passe plus d'1 an. Ah ouais, c'est Euh, vrai? donc, euh, entre le jour où on fait le tournage et le jour où c'est diffusé, il a pu se passer énormément de choses. Oui, je pensais que c'était 6 mois Euh, en fait, moi, le tournage. Je pensais que c'était plus un tournage en été et que c'est diffusé en janvier. Ouais, alors ils ont tendance à les raccourcir de plus en plus maintenant. Mais quand nous on est passé, donc ça a été tourné en 2021, période de Covid où on avait tous le masque, on pouvait pas se toucher, on devait Ouais. faire tous les tests avant, etc. Donc probablement que ça a rallongé également le calendrier. Mais nous en tout cas ça a mis beaucoup de temps. On a eu le temps justement
pour le coup, de se préparer à la diffusion. On a Ok. eu quasi un an pour se dire, OK, on va passer à cette période-là. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que le site va tenir? Est-ce que on a le stock adéquat? Est-ce que le système de paiement est tout bon? Est-ce que la logistique est prête? Est-ce que le SAV est prêt? On a vraiment eu tout ça à tenir. Et lors du passage, le soir même du passage, alors le pic de trafic est monstrueux. Je crois au même moment, on a 150 000 visiteurs au même moment sur le site. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et la petite anecdote aussi, c'est que avant le passage, 1 ou 2 semaines avant, je crois, nous, notre site, il est sur Shopify. Donc, j'essaie de trouver un contact sur Shopify pour savoir si le site va tenir. Parce que la prod de l'émission vous dit tout le temps, faites attention, la première saison, tous les sites ont craché, faites attention, tous les sites ont craché, donc préparez votre site. Et moi, ça me faisait flipper. Bien sûr. Donc, j'essaie de trouver un contact chez Shopify, mais il n'y a pas réellement de contact à part le service de messagerie, etc. Donc, je suis sur LinkedIn et j'arrive à tomber sur la directrice Europe de Shopify. Je lui envoie un LinkedIn et en lui disant, ouais, est-ce que le site va tenir parce qu'on va passer dans une émission de télé sur M6 en prime time. Désespéré. Ouais, désespérée. Et elle me répond très gentiment, mais elle me répond, écoute, Shopify, les hébergeurs, il n'y a aucun souci. Le site de Kylie Cosmetics est sur Shopify, elle accueille plus d'1 million de visiteurs au même moment. Est-ce que vous Bon. pensez recevoir 1 million de visiteurs au même moment? Je lui dis non. Bon bah voilà, ça tient. Et ça a tenu? Et ça a tenu. Alors, je conseille à tout le monde, pour le coup, je fais de la pub pour Shopify, mais en tout cas sur Shopify, c'est solide pour ça. D'accord, c'est ouf. Et est-ce que tu peux nous dire un peu le chiffre que vous avez fait la journée de l'émission? Je me rappelle plus trop, pour être honnête avec toi, mais je crois entre 50 et 80 000 euros, quelque chose par là. Ok, Mais c'était quand même après, pas mal. ouais, c'est quand même considérable. Après, il faut savoir que tu as vraiment un pic lors de ton passage. Ouais, Après, ça redescend. Concrètement, c'est un peu comme les montagnes russes, ça monte vraiment très haut et ça redescend. Après, bon, c'est des visiteurs soit qualifiés, soit non qualifiés. Il y a des curieux, tu as un peu tout. Mais par la suite, c'est un peu lissé. Alors, ça retombe, mais tu continues pendant la semaine, on va dire cette semaine-là, à avoir quand même beaucoup plus de visiteurs qu'en temps normal et tu transformes. Et tu continues à transformer. Et après, l'enjeu, c'est de retargeter les gens qui sont passés oui, par ton site, qui ont fait des paniers, etc. oui. Et ça, vous l'aviez fait, c'est-à-dire vraiment avoir une stratégie de retargeting peut-être un peu plus aux petits oignons, c'est-à-dire avec les ajouts au panier, les personnes qui passent peut-être plus de temps sur le site. Je ne sais pas ce que vous avez fait à ce moment-là, parce que ça reste un peu plus technique. Ouais. Alors nous, on s'était mis une règle, moi, avec on était trois, hein, je crois, on était trois dans l'entreprise au moment où on passait dans l'émission. Euh, et j'ai changé avec Lily et mon collègue Félix. On se disait, ouais, il faut que chaque personne qui passe sur le site ou qui passe sur notre compte Instagram, derrière qu'il ait acheté ou non, à partir du moment qu'il est venu, il faut le Ouais, ils vont voir. retargeter. Il faut Ouais. le revoir, ouais, bien sûr. Et ça, il fallait du budget. Et on a vraiment mis all-in dans le budget acquisition, pardon, où on a sollicité des plateformes de crédit comme Silver, tu vois, Ah, c'est vrai? Ok, qui, d'accord. ouais, Donc, tu as mis quand même ouais, Silver pour pouvoir augmenter tes budgets. Enfin, peut-être que tu ouais, peux expliquer ce que c'est Silver, parce que c'est une plateforme dont ouais. on ne parle pas beaucoup et qui est intéressante pour les marques un peu plus autofinancées. Ouais, Silver, grosso modo, vous prête pour votre acquisition Meta, Google, etc., un portefeuille d'un certain montant pour que vous puissiez financer cette acquisition-là et se rémunère, lui, via un pourcentage, je crois c'est 8% ou quelque chose comme ça, et sur le chiffre que vous avez généré, et vous prenez votre temps pour rembourser. Et grosso modo, je Oui, crois qu'à cette époque-là, on avait pris 25 000 euros chez Silver. Au lieu de l'étaler sur un mois, on a tout mis sur une semaine. On a mis 25 000 euros sur une semaine en se disant, allez, cette semaine-là, faut ouais. targeter tout le monde.
Juste sur Meta ou également sur Google, et Pinterest ou d'autres plateformes? On n'était que sur Meta à cette époque-là. Ok, d'accord. Ok. Bon, c'est pas mal comme résumé. Est-ce qu'il y a d'autres impacts indirects? Enfin, tu parlais d'impact direct et indirect de l'émission. Ouais. Impact indirect, c'est tout le monde professionnel euh, qui, euh, qui ont envie, qui partagent aussi les valeurs de l'entreprise, qui partagent la vision qu'on avait en tant que fondateur, qui viennent, qui te sollicitent pour des opportunités B2B, pour des pop-up stores, pour des coups de main si vous avez besoin de ci, de ça. On a même eu des avocats qui nous ont contactés en nous disant, bon bah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. On a tous cet impact-là qui est non quantifiable, qui vient se greffer. Alors il faut trier, il y a un peu de tout, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui vous sollicitent et qui vous disent, bah en fait, vous êtes courageux, vous avez fait un bon projet, il y a des opportunités business aussi qui s'offrent à vous. Voilà, il y a tout ce côté indirect qu'on peut pas forcément quantifier à l'instant T et Je qui comprends. s'ouvre au fur et à mesure et pendant 6 mois, un an, ça peut durer. Et même encore aujourd'hui, voilà, comme toi, par exemple, on nous en parle encore de cette émission-là Bien sûr, parce qu'on nous a vu là-dedans. bien sûr. Et si on revient sur le site, donc le site après QVMA, le trafic a augmenté naturellement. Enfin, t'as vu que le trafic a jamais été le même depuis QVMA, ou est-ce que c'est revenu comme avant? Non, on a eu la chance, alors on a eu la chance d'être jamais retombé, c'est comme une lune de miel qui ne s'arrête jamais. On a eu la chance que le trafic n'ait jamais retombé. Alors bien évidemment, Oui, comme mais je l'ai dit, possible. après le passage, bah, ça retombe un peu, mais ça reste beaucoup plus important que ce qu'on avait auparavant. Ok, Et finalement, on a continué, comme je disais, à scaler, c'est-à-dire à continuer à réinvestir. Donc après, c'est avec cette enveloppe-là qu'on avait mis de 25 000 euros 25 sur la 000. semaine, Ouais, on a dit, bon, bah, ça génère du trafic, ça génère de la conversion, alors on va essayer de rester sur ces budgets-là. Et en fait, finalement, on est resté sur ça. Et je crois le pic de visiteurs qu'on avait lors de l'émission, on a pu le retrouver après derrière sur un mois de décembre, par exemple. un mois de décembre, ouais, 2022. Ouais, 2022, exactement. Ok. Donc en fait, ça a été un super tremplin, enfin, sur plein d'aspects. Et ouais, Ouais. vas-y. Hmm. Et ça a été Ok. un tremplin sur plein d'aspects. C'est pour ça que il y a beaucoup de startups qui viennent, qui nous contactent en nous demandant j'hésite à le faire ou pas. Et moi, je leur dis Oui. tous, si en tout cas tu as la chance, même si c'est de postuler et avec zéro attente derrière, faut le faire. Parce que même si personne n'investit finalement derrière, la visibilité, les retombées directes et indirectes sont Énorme. énormes. Ouais. Je me permets de te poser la question avec les fonds, ben, vous l'avez utilisé pour de la production ou pour d'autres projets? Les fonds, on les a principalement utilisés pour la production et un D'accord, peu de recrutement, en d'accord. tout cas. Mais bon, Ouais, je sais que ça peut paraître énorme, mais oui, quand on a une croissance par 100-150% par an, c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de fonds pour investir et pour faire nos achats. Et principalement, on a 80-90% qui est c'est parti ça. dans l'approvisionnement. Ouais, c'est incroyable. On voit que c'est nécessaire quand tu es en hyper-croissance, comme vous, enfin, hyper-croissance, on va dire faire plus de fois 2 par an, que tu es obligé de toujours réinvestir et que ta trésorerie, ben, pour tenir, elle a besoin d'un petit coup de pouce. Donc, enfin, Ouais. moi, c'est comme ça que je le comprends. Même si Non, je mais suis pas dans les c'est finances d'une boîte comme la tienne, mais je le comprends comme ça. Parce qu'en plus de ça, tu viens de le dire, vous avez comme des salariés. Je sais pas si, donc à ce moment-là, vous étiez trois. Là, vous êtes quoi, une bonne 10, quinzaine de ce que tu m'avais dit? Là, aujourd'hui, on est une quinzaine Ok. sur le siège et on est à peu près 18 avec la boutique inclus. Avec la boutique, bon, on y reviendra après. Mais je vais peut-être reparler d'acquisition avec toi. Tu as expliqué que vous étiez très méta sur 2021 et je pense aussi Ouais, 2022. Bah, aujourd'hui, voilà, on se connaît un peu plus. Donc, je sais que tu fais du Google, qu'il y a des collaborations avec d'autres marques. Je pense que vous faites un peu d'influence. Vous êtes présent sur TikTok en organique, sur Pinterest. Je sais pas comment ce que vous faites niveau SEO, mais comment vous avez développé votre acquisition si vite et le canal vous avez ensuite privilégié après Meta. En tout cas, j'aime bien l'approche. Après, je te laisse répondre, mais j'aime bien l'approche de se dire, OK, il y en a un qui marche bien, donc on y va à fond, quoi. Ouais, c'est ce que vous avez fait ouais, avec ouais. Meta. Non, clairement, c'était ça. On commençait à investir énormément sur Meta. On s'est dit que le SEO était, enfin aujourd'hui le SEO est primordial
pour le référencement du site, pour plein de choses. Donc, on a mis un accent sur le SEO en premier au tout début, en se disant bah il faut créer beaucoup de textes sur notre site pour que les gens comprennent, pour que notre site soit mieux référencé par Google, etc. Et en fait, on a vu tout de suite que si on travaillait bien le SEO, finalement, ça nous apportait énormément de visiteurs et de leads qualifiés. Finalement, une Oui. personne qui tape imperméable, recyclé, etc., bah, il nous retrouvait rapidement, on apparaissait sur la première page de Google et C'est vrai. il arrivait sur notre site, il suffit qu'on ait une DA un peu sympa et que le site est en confiance, ça convertissait très bien. Et ça, vous avez Euh, fait tout ouais. ça en interne, le SEO? Vous Ouais, avez ouais, fait ouais, un... on a vraiment fait tout ça en interne. Alors, euh, pour l'histoire, on avait pris une alternante qui était passionnée de bouquins, de wording et de choses comme ça. On lui a dit, ouais, voilà, on aimerait améliorer ça, on aimerait faire créer du wording, du contenu, etc. On a fait un blog sur notre site, etc. Et elle s'amusait à tout retranscrire ce qu'on disait, ce qu'on aimait raconter. Et tout de suite, ça a été très, très, très fructifiant pour nous. Et de fil en aiguille, bah, en fait, comme on était mieux référencé sur Google, on s'est dit, est-ce qu'on passerait pas sur de l'acquisition Google également? Alors, on est, comme pour Facebook, on est allé à tâtons au début. Hmm. On s'est dit, ok, bah, on part que sur du search, on va aller que bider sur notre nom, flotte par exemple. Après, on commençait à élargir les mots-clés, etc. Et on a été contacté par un chargé de compte Google qui nous dit, bon, bah, à cette époque-là, en tout cas, Google nous disait qu'on avait un ROS de 8. Alors leurs chiffres, bon bah ils se tirent un peu tous la couverture vers eux, mais en tout cas ce chargé de compte nous dit ouais vous avez un OS de 8, c'est génial, etc. Est-ce que vous voulez que je vous accompagne? On a un programme, c'est vous investissez tant et vous faites partie du programme Google Accelerator, je sais plus comment ça s'appelle, et on vous accompagne pour booster votre Trop cool. acquisition. Ok, Voilà. donc là, quand tu dis t'accompagnes, c'est ils te disent quoi faire et ils montent les campagnes avec toi ou c'est autre chose? Ouais, ouais. Clairement, ils t'aident, ils te disent plus ou moins quoi faire, monter les campagnes avec toi, voir là où ça performe, couper là où ça performe pas, faire des tests, regarder un peu ce que d'autres font sur le marché, essayer de l'améliorer. Voilà. Et il y a vraiment un accompagnement quand même derrière. Bah après, c'est dans leur intérêt, puisque si ça Oui. marche, les budgets augmentent. Et finalement, pour le coup, ça a très très bien marché. Et voilà, on a augmenté pareil que pour Meta, pardon, Ok, on a augmenté super. jusqu'à un point. Ok, d'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, si tu peux nous donner la répartition de tes budgets entre Meta et Google, enfin, pas en euros, mais en pourcentage, pour qu'on se fasse une idée de qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Je crois de mémoire qu'on est entre 60 70% Google et le reste Meta. Après Pinterest, ça reste anecdotique. Hmm. Mais voilà, c'est des questions qu'on se pose également nous en interne en se disant est-ce que c'est la bonne répartition ou pas? Parce que bien évidemment, comme pour tout le monde, quand les gens tapent flotte sur leur barre de recherche Google, tu as l'annonce qui est en première, qui est en pole position, et ils vont cliquer là-dessus et ils vont convertir. Alors que même s'il n'y aurait pas eu l'annonce, tu vois, ils auraient quand même cliqué. J'aurais quand même dit, C'est des acheteurs très chauds déjà. Donc ouais. à prendre avec des pincettes également. C'est pour ça qu'on différencie toujours le ROS, Google, marque et non marque. Mais voilà, comme tu disais avant le podcast, c'est vrai que Meta, c'est vrai que ne te dit pas toutes les conversions qui sont vraiment attribuées à tes campagnes, pardon. Et c'est vrai que dans le prêt-à-porter d'expérience, Meta reste normalement celui qui est un Ouais, peu c'est au-dessus. ça. C'est ça. Donc, C'est pour ça, comme je t'ai dit, c'est des questions qu'on se pose. Mais voilà, une personne qui voit une pub sur Instagram va pas forcément convertir directement sur Instagram, mais va sortir, ouais, bien sûr. va passer 2, 3 jours ou le soir quand il rentre à la maison, il va taper sur Google flotte et là il va cliquer sur l'annonce et finalement Google va se réattribuer cette vente-là.
Bah, c'est pour ça que suivre un peu le trafic qui provient de tes requêtes marques au fur et à mesure du temps et voir s'il évolue à la hausse, c'est un indicateur que tu es de plus en plus connu et que tes campagnes, ben, enfin, toutes tes campagnes sur tous les canaux élèvent un peu l'aspect Ouais. plus marque et recherche de marque. Bah ouais, Euh, on disait, je sais plus qui m'avait dit que finalement un client avant qu'il convertisse, il faut qu'il ait vu 7 fois ta ouais, marque ou ton en contact, produit ouais. Ouais. avant de convertir quoi. Ouais, c'est connu, hein, c'est connu. Je pense qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui l'ont très bien compris, qu'il fallait être présent et qu'il fallait qu'on se voit, qu'on te voit, enfin, qu'on vous voit le plus possible. C'est pour ça qu'il faut être dans du multi-levier. Tu as parlé aussi Ouais. du SEO. Est-ce que tu connais un peu la part de ton trafic SEO par rapport au total? Parce que, est-ce que je comprends, au départ, tu étais, je dirais, 80 à 90% en trafic payant. Est-ce que là, tu es toujours dans des ordres comme ça ou ça a changé? Non, 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 on a vite essayé de basculer parce que être dépendant Ouais. de l'acquisition, ça fait assez peur. Aujourd'hui, en trafic organique, on tourne aux alentours de 20%. Ok, ok. Ça peut être amélioré, ça. C'est beau aussi. Et ouais, voilà, on l'a bien bossé. Et après, tout ce qui est influenceur, euh, les liens traqués sur des blogs, des parutions, des choses comme ça, va représenter environ 15% également. Et Ok. aujourd'hui, l'acquisition va représenter 65% à peu près. Ok, donc majoritairement acquisition. Et pour l'influence, vous êtes lancé comment? Enfin, ça c'est aussi un autre sujet, c'est-à-dire trouver des influenceurs, euh, établir un Ouais. partenariat, voir si ça marche aussi, si c'est rentable. Est-ce que tu peux nous en dire plus C'est, là-dessus? ouais, c'est arrivé tout en même temps un peu où on s'est dit waouh, on met des budgets quand même assez conséquents sur Meta, sur Google. Ça fait un peu flipper d'être dépendant et d'être associé, tu vois, un peu à ces gros GAFA. Et on s'est dit comment on pourrait essayer de rééquilibrer un peu la balance. Ok, On s'est dit influence, c'est primordial. On est passé par des plateformes qui nous permet de trouver des influenceurs, tu vois, qui nous permet de leur envoyer des liens traqués. On travaille avec Affiliate par exemple, ouais, qui te permet justement, ils ont une base de données d'influenceurs avec qui on va gifter et qui vont entre guillemets mettre des liens traqués pour qu'on puisse quantifier aussi ça. d'accord, je comprends. Ok. Donc là, tu les as trouvés via cette plateforme-là, tu as trouvé des influenceurs et tu as pu, enfin, vous avez discuté avec eux naturellement, et puis après, vous avez établi un partenariat. Ouais, après on a établi un partenariat, après des influenceurs également. Moi, je conseille souvent de passer par ce qu'on appelle aujourd'hui des nano-influenceurs, c'est-à-dire les Ok, influenceurs entre 10, 15, 20, allez, 30 maximum au début parce qu'ils ont un visitorat, une communauté, on va dire, qui est beaucoup plus sensible et à l'écoute que les très gros influenceurs ou même les influenceurs de bien sûr, ouais. taille moyenne à 100 000 par exemple, où en fait les gens sont beaucoup trop sollicités, ils font beaucoup de sponsors et de pubs et finalement tu es un peu noyé dans la masse. Ouais, j'allais te poser la question. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un e-commerçant ou du propriétaire, enfin un fondateur de marque d'NVB, ils me disent tous, moi je vais que sur les petits influenceurs. À chaque fois que j'ai fait un gros, ça a pas trop marché ou ça a fait un flop. Est-ce que toi justement, t'as vécu des flops comme celui-ci pour dire maintenant je vais prendre que des plus petits et je me diversifie, je vais en chercher plusieurs et limite je deviens, enfin j'en ai certains qui deviennent des ambassadeurs. Ou est-ce que jamais t'as pris un gros et t'as toujours été vers des micro, nano influenceurs? Euh, Alors moi, j'ai toujours été vers des micro et nano influenceurs jusqu'à maintenant. ouais, On commence à passer le cap de se dire on va aller chercher des gros ok, maintenant, mais dans un objectif très spécifique. C'est-à-dire que ok, là, on va être plus quand on va aller chercher ces gros influenceurs, ça va être vraiment pour de la notoriété, de l'assise de marque, de la réassurance, de montrer que cette marque-là est présente, est solide, est validée par ces personnalités-là. Alors ok. que le nano-influenceur, c'est plus de la proximité, il y a de la conversion, il y a un peu de tout qui est concentré, quoi. Ok. Et je suppose qu'avec les nano micro-influenceurs, vous fonctionnez avec des liens traqués, tu en as peut-être un peu parlé, donc c'est comme ça que vous la rentabilité, le retour sur investissement avec un partenariat influenceur.
Ouais, c'est ça. Alors, ça peut passer par des liens traqués ou pour ceux qui le font avec des codes promo, par exemple, comme ça, ils peuvent quantifier. C'est le petit système D, tu vois, où tu peux quantifier, bah, cette personne-là, elle t'a ramené combien de conversions, etc. Ouais, Voilà, mais ouais, c'est de très bons moyens pour voir si ça marche ou pas. d'accord, ok. Je pense que j'ai plus rien à te dire sur l'influence. Peut-être de ce que je comprends, vous l'avez commencé en 2022, de ce que j'ai compris. On l'a commencé, en réalité, on l'a commencé vraiment en 2023. En 2022, on faisait de D'accord. l'influence, mais sans réel, sans tracking, tu vois. On leur envoyait une pièce, on les cherchait nous-mêmes sur Instagram, etc. Et on leur envoyait une pièce, ils faisaient un post, on les repostait, etc. Et en 2023, vraiment, c'est là où on s'est dit non, on veut traquer, on Ok. veut avoir une vraie stratégie d'influence. Ok. Et ça, c'est géré aussi en interne, c'est-à-dire il y a une personne qui gère chez vous, pardon, qui va identifier les influenceurs, qui va leur Ouais, proposer un partenariat, et qui va leur envoyer des produits, un lien traqué, et après ouais, voir, je sais ouais, pas, après X mois, ce que ça donne, quoi. ouais, c'est ça, exactement. C'est quand même un boulot. Ok. C'est ouais, c'est quand même un boulot et de plus en plus aujourd'hui pour avoir des contenus de qualité, pour que l'influenceur finalement il fasse pas sa photo devant son miroir chez lui, et bah on leur propose de les rémunérer quand même Oui. sur une jolie photo. D'accord. Donc tu rémunères sur la photo, plus le lien traqué avec, je suppose, des commissions. Ouais, exactement. Ok. C'est vrai que ouais, c'est une question que j'ai peut-être oublié de poser, c'est que toi, vu que tu es dans le prêt-à-porter, l'image est hyper importante. Donc, quand tu vas chercher un influenceur, c'est non seulement il faut choisir le bon, mais il faut qu'après, ils utilisent bien tes produits, qu'ils fassent pas n'importe quoi. Je sais pas s'ils font également des vidéos. Comment tu t'assures de la qualité de tout ça? Enfin, tu as expliqué que vous les rémunérez, mais est-ce qu'il y a d'autres étapes par lesquelles vous passez afin de valider un contenu? Ouais, bien sûr, on regarde systématiquement euh, les collaborations que cet influenceur a pu faire auparavant, la qualité de ses photos, comment il les fait, dans quel environnement, comment il s'habille, comment il est looké, etc. C'est vrai qu'on on le néglige souvent, mais étant dans l'industrie de la mode, on va dire, cette image-là est très importante. Alors, tu peux avoir des influenceurs qui te font des chiffres énormes, mais si l'image ne correspond pas à l'image de ta marque, et ben parfois en fait c'est contre-productif. Alors c'est intéressant à l'instant T, mais sur la durée en fait finalement ça dégrade un peu l'image de ta marque. Bien sûr. Est-ce que vous réutilisez les contenus des influenceurs ou des nano-influenceurs, pardon, dans vos publicités? Alors dans nos publicités, non. Ok. Mais dans notre feed Insta, par exemple, oui, ça arrive. Ok, d'accord. Ok. Ok, je pense que je t'ai posé toutes les questions. Par contre, il y a un autre sujet qui m'intéresse aussi, c'est les collabs avec des marques. Donc voilà, pour suivre un peu ce que fait Flotte, vous faites régulièrement des collabs, vous en avez 4, 5 par an. La dernière, je pense, c'était Bandit, ou Bandit, je sais plus comment ça se prononce. Euh, Pareil que pour les influenceurs, comment est-ce que vous organisez ça? C'est quoi vos critères pour sélectionner une marque avec laquelle faire une collaboration? Et puis après, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats, en termes de trafic? Ça m'intéresse de le savoir parce que je pense qu'il n'y a pas tant de marques que ça qui exploitent ce levier, on va dire, de collaboration, si je peux le nommer comme ça. Ouais. Et voilà, curieux que tu nous en dises plus là-dessus. Ouais, alors tu vois, les collaborations, pour moi en tout cas, il y a deux critères. Soit on a enfin deux critères, deux objectifs, je dirais plutôt. Soit on a un objectif de notoriété ou d'élargir sa cible, c'est-à-dire que on fait une collaboration avec une marque et on a la possibilité de parler à une cible à qui on ne s'adresse pas aujourd'hui. Ok, Soit on a un objectif de chiffre. La problématique de l'objectif chiffre, c'est que elle est trop basée sur la logique et trop basée sur on doit faire du chiffre, on doit sortir un produit, on doit faire ci et c'est trop restreint. Alors d'accord. que se baser sur réellement, ah bah tiens, eux ils parlent à une certaine cible, nous on parle à une autre cible, et bah est-ce que ces deux cibles-là, ces deux personnes-là, finalement, elles ont des synergies en commun? C'est Ok, oui, ok. Et quel est le produit qu'on va pouvoir lancer et est-ce que ça va les intéresser? Si c'est pour sortir un produit, juste pour sortir un produit et co-brander un produit avec le nom de leur marque et la nôtre, il y a
pas trop d'intérêt. Je pense qu'on a vu beaucoup des collabs dernièrement sur les 5 dernières années et aujourd'hui on en voit partout. Maintenant, c'est pour ça que nous, quand on choisit une collab, c'est vraiment est-ce que la cible, on a envie de s'adresser à eux? Est-ce que le produit qu'on va sortir apporte réellement quelque chose? Est-ce que, voilà, avec Bandit, typiquement, on a fait un impair pour chien. Euh, Nous, on n'en faisait pas. Eux faisaient des accessoires pour animaux de compagnie. Et on s'est Ok. dit, tiens, c'est génial de sortir un impair pour chien. Ça apporte quelque chose aujourd'hui et sur le marché. On était ultra content de faire cette collaboration. Voilà, maintenant, quand on les choisit aujourd'hui, alors je te cache pas qu'au début, on avait tendance à prendre toutes les collaborations qui s'offraient à nous. Et de fil en aiguille, on a eu des ratés, on a eu des succès. Et on s'est dit, tiens, en fait, c'est pour ça que je dis ces deux objectifs-là. Au début, on les prenait tous en nous disant, c'est une opportunité business. Ouais. Finalement, on est très vite déçu quand on prend tout et que on regarde que les opportunités business et que pour le chiffre. On est déçu parce que parfois les chiffres ne sont pas là. Alors que quand on le travaille et quand on l'apprend parce que ça nous parle, à ce Ok. moment-là, en fait, finalement, le chiffre et le business, finalement, c'est que la récompense de Ok. ce que tu as vraiment envie de créer. Je vois l'idée. Je vois l'idée. Et c'est vrai que pour reprendre l'impair pour chien, vous vous êtes dit, ben, si les personnes qui ont un chien s'intéressent à notre impair pour chien, ils pourraient aussi s'intéresser à l'imperméable pour eux. Donc c'est comme ça que Exact. vous Ouais, jouez. c'est comme ça que j'ai vu la chose. Je me suis dit, tu sais, les personnes qui achètent leur impair pour eux et qui ont un animal de compagnie, peut-être que ça va leur parler, qu'on sorte un impair pour chien Ouais. et ça va leur donner des idées. Et ceux qui Ouais. achètent pour le chien, peut-être qu'ils achèteront également pour eux-mêmes. Donc finalement, c'était la bonne synergie à adopter. D'accord. Et est-ce que ça, justement, dans le CRM, vous arrivez à traquer et dire, bah voilà, cette personne-là vient de telle collaboration, et puis après, vous regardez si ils ont fini par acheter des produits pour eux-mêmes. Je sais pas si c'est un truc Ouais, que vous faites. ouais, on arrive dans le CRM, on arrive à traquer par quel produit il est rentré en premier Ouais. et sa LTV et qu'est-ce qu'il a acheté par la suite. Ok. On le fait pas régulièrement, on le fait à la fin de la collaboration ou 6 mois après D'accord. pour voir réellement les retombées et avoir une vision un peu plus macro Ok. que dans le détail. Mais en collaboration, par exemple, on a été sollicité à un moment donné par une marque française très ancienne, très très connue, qui font des sacs à main et des choses comme ça, qui voulaient un peu changer et avoir une image un peu plus jeune. Euh, on a essayé de travailler ensemble. On s'est dit, waouh, ça va nous apporter une visibilité monstrueuse parce que c'est une marque qui est connue internationalement. Et on a essayé de travailler ensemble et on a remarqué qu'on n'avait vraiment pas les mêmes idées, on n'avait vraiment pas les mêmes attentes. Et à la fin, on a perdu, je crois, 6 mois parce qu'on a quand même essayé de sortir un truc et de leur côté et de notre Ouais. côté. Et à la fin, on n'a rien pu voir sortir parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre sur le produit qu'on allait sortir. Le produit que Et vous allez ça a sortir, fait ouais. perdre du temps à tout le Ouais. monde. Donc, ce que tu as l'air de dire, c'est quand même un investissement, parce que tu passes plusieurs semaines, voire mois à conceptualiser un produit. Et après, il y a aussi la question de la promotion. Tu n'en as pas parlé. Comment vous faites la promotion d'une collab? Est-ce que vous vous occupez de mettre en avant? Est-ce que c'est 50-50? Comment est-ce que vous fonctionnez à ce niveau-là pour mettre Ça en avant la... dépend, ouais, ça dépend de chaque marque, mais en temps normal, soit il y en a un qui prend le lead sur la créa et le marketing, et à Ouais, la fin vous faites 50-50, soit d'accord. vous mettez vraiment d'accord sur bah tiens on va on échange sur le mannequin qu'on veut, ok le photographe etc etc et on le fait vraiment en collaboration ensemble. Alors selon les agendas, souvent c'est un peu plus complexe travailler de cette manière-là. Souvent, il faut qu'il y ait une des deux marques qui a bien compris vraiment la collab et l'histoire qu'on a envie de raconter et la vision qu'on a envie d'apporter, qui prend vraiment toutes les informations, que ce soit chez nous, que ce soit chez eux, euh, pour, euh, pour aller et retranscrire ça en accord avec l'autre marque. Et à la fin, D'accord. bien entendu, les budgets sont splittés 50-50. D'accord. Ok. Donc, ça Et reste quand après, même du cas par cas, budget splitté 50-50 et ouais. voilà. Et ça Et peut après, être en difficile. termes d'acquisition, chacun s'occupe de son acquisition de son côté.
C'est ça que je me disais, ouais. Voilà. Faut se mettre d'accord aussi sur bon bah on vend à un prix et on brade pas le prix, etc. Sur le produit. On se fait pas de vol parce que c'est de travailler en bonne intelligence. Nous, quand on a élaboré le produit pour Bandit, par exemple, c'est nous qui avons fait quasi tous les investissements en R&D sur le produit et le prototype, mais eux Ouais. nous ont beaucoup accompagnés sur toute leur expérience sur bah, le chien, il aime bien, ça peut le gêner de cette manière. Là, on a besoin d'un trou ici pour faire passer la lanière, des choses comme ça. Donc c'est vraiment de la collaboration et on n'a pas facturé ces temps passés sur le R&D. Il faut travailler en bonne intelligence pour que le produit soit un succès aussi. Et par contre, après, comme tu dis, chacun paye son acquisition et à la fin, Ouais. si je comprends bien, c'est pour bien résumer, 50-50 sur le chiffre d'affaires. Non, Enfin, le chiffre d'affaires, c'est vraiment ok. chacun prend de son côté. Oui, pardon. Euh, ouais, c'est juste la marchandise qu'on va échanger, par exemple, Oui, pardon. on va l'échanger à prix coûtant, à prix D'accord. production, et chacun aura sa marge, et après, chacun vend à sa communauté et fait son acquisition de son côté. J'ai compris. Ok. Ça reste quand même un truc, mine de rien, complexe. Tu as quand même pas mal d'étapes et de choses auxquelles penser pour réussir une Ouais, collaboration. Et je sais pas, vous en faites combien par an? C'est quand même un vrai travail aussi. ouais, il faut savoir que les collabs, alors quand on a que, on va dire, une par an ou deux. C'est Ouais. des collabs qui te met entre 3 et 6 mois à sortir. Ouais. Quand tu commences à en avoir un peu plus et que tu veux sortir des produits un peu plus qualitatifs, ça peut aller entre 6 et 1 an. Tu vois, nous, les collabs qui sortiront en 2024, ils ont été préparés, travaillés, tout ça en 2023 et on a Ok. commencé les discussions début d'année 2023, quoi. Ok, d'accord. Ok. Ouais, ok, d'accord. Vraiment, ça se planifie très, très, très en avance. Ok. Ouais. Ok, cool, j'ai quasiment terminé pour l'acquisition, mais c'est hyper intéressant. Merci pour ta transparence, pour tous les détails. Euh, Moi, je me posais une autre question sur comment tu pilotes tes budgets maintenant avec tout ce que tu as là, sur Google, Facebook, un peu Pinterest, même l'influence. Comment tu te dis, voilà, en début d'année ou en début de mois, combien j'investir et comment je répartis ce budget-là? C'est quoi peut-être la méthode que tu utilises? Est-ce que tu as aussi un objectif en termes de ROS, MER? Je pense qu'on parle les mêmes termes, ou COS. Ouais. Explique-nous un peu comment tu fonctionnes là-dessus. C'est toujours Bah, bien. moi, je fonctionne sur. Alors, nous, comme on est aujourd'hui, on est omnicanal. On a la chance, si tu veux, d'avoir un chiffre qui est stable, qui bougera pas. Et après, selon ce chiffre-là, on va se dire, bah tiens, quel est l'objectif qu'on va aller chercher? L'objectif et le prévisionnel qu'on va aller chercher cette année. Et de par ça, on se dit voilà combien il faudrait faire d'achats marchandises pour atteindre éventuellement cet objectif-là, combien il faudrait investir dans notre acquisition, combien il faudrait investir sur l'influence ou tout ça, et ça nous donne voilà euh, un pourcentage, j'ai envie de dire, de budget qu'on a à louer. Et après, c'est simple, hein, c'est comme un BP. C'est-à-dire que ce mois-ci, on a fait tant de chiffres en e-commerce, on a fait tant de chiffres en physique, on a fait tant de chiffres, etc. On a dépensé tant. Et quel est notre, finalement, moi je parle beaucoup de ROI plutôt que de ROS. C'est vraiment retour sur investissement dans son ensemble et dans sa globalité. Tu vois, moi, les gens de mon équipe, ils vont plus regarder eux dans le détail sur combien on a dépensé sur Meta et combien ça nous a rapporté. Moi, je vais regarder plus dans son ensemble, Ok, combien en budget acquisition j'ai dépensé et combien ça m'a généré. ouais, Je regarde plus ou moins le ROI que ça m'a fait et je me dis on est bon, on est mauvais. Si on ok, est bon, on peut continuer à accélérer, on va pousser un peu plus et on va injecter un peu plus. Si on est mauvais, on va essayer de se dire pourquoi on a été mauvais, quelles ont été les erreurs qu'on a effectuées. On va essayer de rectifier ça et de continuer en faisant attention, bien entendu. ok. Mais c'est comme Et ça que est-ce je que vais aller plus tu... loin. Ok, j'ai compris, merci, très clair. Et est-ce que tu fais ça une fois en début d'année et puis après tu réajustes mois par mois, ou est-ce que tu fonctionnes justement à un flux un peu plus tendu où chaque mois tu fais en fonction de l'objectif que tu t'es donné? Non, on le fait euh, début d'année ou plutôt fin d'année pour l'année d'après.
Là, par exemple, mes Ok. budgets, je les ai fixés en fin 2023 pour 2024. Et après, début de mois, fin de mois, on check On check, si ok. on les a atteints. Voilà. Hmm. Et si on est dans les clous ou pas. S'il faut accélérer, s'il faut ralentir. C'est un truc qu'il faut piloter quand même, on va se dire, à La l'instinct semaine. aussi, Ouais, à la à semaine et l'instant. à l'instinct. Ouais. Voilà. Par exemple, on en discutait avant, dans le podcast en tout cas, mais par exemple, il fait froid en ce moment, bah, il faut pousser les pièces un peu plus chaudes, qui Ok. tiennent chaudes, et il faut continuer à pousser. Ça sert à rien d'injecter énormément sur la nouvelle collection des pièces légères, par exemple. Ouais, j'ai totalement oublié de le mentionner, ce côté-là, c'est que vous avez un business qui est très saisonnier, mais saisonnier par rapport à la fois aux saisons et aussi au climat. C'est-à-dire que s'il fait froid ou alors enfin, non, pardon, qu'il pleut beaucoup, et je pense aussi qu'il fait froid, c'est bon pour vous. Donc vous investissez plus, donc il faut regarder la météo. Et s'il fait chaud et sec, vous investissez moins. Que c'est ça? Euh, Grosso modo, oui et non. Pourquoi? Parce que en fait, nous, on a remarqué un truc, c'est que mine de rien, alors même c'est stratégique, on va dire, pendant les Ouais. périodes où, comme tu dis, il fait chaud et sec, bah, nos concurrents, mine de rien, ils vont moins investir eux également. Ok, Mais d'accord. nous, ça va nous laisser une porte d'entrée qui va coûter un peu moins cher pour aller prêcher notre paroisse, si tu veux, pour dire voilà, nous on est flotte, on existe, tandis que nos concurrents, eux, ne le font pas. Et quand J'ai il va compris. se mettre à pleuvoir et à faire froid, bah, ils vont penser à nous. Ok, je comprends. Intéressant. Intéressant. C'est vrai que l'été, ben, vous investissez quand même, même quand il fait chaud. C'est juste que vous investissez un peu moins, mais vous investissez Un peut-être peu quand même là. moins que, ouais, 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 bien Alors que tu as entendu. sûrement des concurrents qui investissent peut-être pas du tout. Donc, ce Ouais, qui est pas ta stratégie. grosso modo, on a vu que, ouais, ce qui est pas du tout notre stratégie, et grosso modo, on a vu que quand c'était leur période, par exemple, nos concurrents, ils mettaient vraiment le paquet, ils passaient je dis une bêtise, mais un exemple, on passe de 100 euros à 100 000 euros d'un mois sur l'autre, Pas ton tandis cas. que nous, ouais, voilà, tandis que nous, ce sera beaucoup plus lissé. Ok, très clair. Écoute, moi, j'ai terminé sur l'acquisition. Si on prend peut-être le prisme plutôt de la rétention, de voilà, Ouais. comment vous fidélisez vos clients, j'ai quand même le sentiment que tu as quand même un business qui est très centré sur l'acquisition. Comment tu travailles ta rétention et à partir de quand tu t'es dit, bah voilà, maintenant j'ai un enjeu à faire revenir mes clients ou qu'ils achètent d'autres produits? C'est un vrai sujet, chez Flotte en tout cas. Dès la première année, on savait qu'on allait avoir un problème de rétention et de repeat parce que Bien sûr, ouais. un impair c'est cool. On en achète un pour nous, on en achète un pour offrir, un deuxième pour nous parce qu'on veut une autre couleur ou changer par exemple. Mais au bout d'un moment, ça, voilà. Donc les premiers axes qu'on a souhaité mettre en place, c'était un peu diversifier le catalogue de par les accessoires, les choses comme ça. Par exemple, on a des casquettes, on a des thermos, on a des choses comme ça qui facilitent, qui sont des petits paniers, qui sont des petits achats, qui permettent le cross-sell, mais qui permet aussi l'achat de repeat. On a tout ce qui est parrainage, parce qu'on a la chance d'avoir une communauté aujourd'hui qui, pour ceux, et finalement, c'est là aussi le fond le problème et le fond du problème, c'est la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose un produit qui est qualitativement parlant euh, ultra bon Ok, pour le prix auquel on propose. C'est-à-dire que le consommateur, le client finalement, quand il acquiert notre pièce et qu'il l'essaye à comparatif avec nos concurrents, finalement il en est tellement satisfait que le bouche à oreille ouais, marche énormément. Donc on s'est dit qu'on allait mettre ce côté parrainage un peu plus en avant. Et d'accord. finalement, bah, tout le monde est gagnant. Et lui, en fait, il a envie de partager ça. Il a envie de racheter. Il a envie d'offrir nos produits à sa copine ou à son copain, à sa sœur, à son frère, à ses amis. Et finalement, elle a envie de partager, grosso modo, ce bon plan, si tu D'accord. veux. Et ça nous crée énormément de repeat. Trop intéressant. Et ça, le parrainage, c'est quoi, du moins 10 moins 10? C'est-à-dire, quand tu parraines quelqu'un, tu as moins 10% sur ta prochaine commande? Ouais, exactement. Par Ok. exemple, quand tu parraines quelqu'un, la personne qui est parrainée a moins 10%, la personne qui parraine a également moins 10%.
Nous, faut savoir que chez Flotte, en tout cas, on fait pas du tout de solde, ni de vente privée, ni de Ouais, tout ce qui est showroom privé, vente privée. On n'en fait pas du tout. On vend un produit juste au prix juste. ouais, La seule remise que on peut avoir chez Flotte, éventuellement, voilà, c'est ce parrainage-là de 10%. Et, euh, et aussi, ça permet de garder une désirabilité à la marque. Ça permet de montrer à tout le monde qu'on a un produit qui est accessible mais qui est qualitatif. Et ça nous permet, nous aussi, de préserver nos marges. je comprends. Tu as parlé de tout ce qui est accessoires, et c'est vrai que c'est intéressant, les gourdes, les bonnets, enfin, il y en a d'autres, je les connais pas tous par cœur. Euh, Enfin, comment, enfin, un parcours, enfin, un client type, il va acheter un imperméable, par exemple. Qu'est-ce qu'il va acheter d'autre ensuite? Est-ce qu'il va acheter des accessoires ou est-ce qu'il va peut-être acheter une autre veste ou comment, enfin, Ouais, ça se passe bon, habituellement alors, en deuxième achat? Alors, il y a plein de scénarios différents. Ouais, On a même et je te dis, on a même des clients qui achètent l'accessoire aujourd'hui maintenant, hein, des clients qui achètent juste accessoires. l'accessoire d'abord et après qui passent à l'imperméable parce que Voilà. l'accessoire c'est un plus petit prix. On Ouais, a ce type de client-là. On a le client qui achète l'imperméable classique chez nous qui est le Hamelot. Et qui arrive pendant l'hiver et qui se dit ah il fait quand même un peu froid et je vais acheter l'imperméable doublé donc il passe sur deux imperméables. On a le client qui se dit bah tiens j'ai mon imperméable, j'aimerais bien compléter mon look pour le vélo, pour aller au boulot avec le ouais, pantalon de pluie que offre la marque. Voilà, c'est tout ça. On a plein de scénarios différents. On a des gens qui sont aussi très contents de notre suite qu'on a sorti en polaire et qui se dit bon bah en fait ça tient ultra chaud, c'est ultra pratique et je vais vouloir l'acheter en plusieurs coloris. Voilà. ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Enfin, ça m'amène à plusieurs questions. C'est que d'un côté, j'ai l'impression que vous avez beaucoup étoffé la gamme ces dernières années. Peut-être que tu pourrais peut-être nous Ouais. expliquer comment, bah, comment vous avez fait à faire ça. Et deuxième point, tu as parlé de scénario. Donc, c'est-à-dire que derrière, en email marketing, est-ce que vous avez des scénarios préconçus en fonction du premier achat ou du... Comment on fonctionne à ce niveau-là? Je sais pas si tu Ouais, pourrais ouais. répondre à ça. On a plein de scénarios, on a plein d'automation Mm. en CRM. Le plus classique, j'ai envie de dire, c'est le retargeting de panier abandonné, ce que tout le monde fait. On a des scénarios où, par exemple, typiquement, on a des clients qui n'ouvrent jamais nos mails Ouais. et qui ne les ouvrent jamais, mais qui se sont abonnés et qui n'ont jamais acheté un de nos produits. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur envoie un mail. Ouais. Ouais, c'est que comment tu fais en sorte qu'ils s'abonnent sans acheter? Est-ce que tu as un pop-up? Est-ce que tu fais une publicité? Comment ça marche à ce niveau-là? Ouais, ouais, quand ils viennent sur le site, il y a un pop-up en leur disant, bah, si vous voulez recevoir nos actualités, voilà, inscrivez-vous. Il y a des gens qui se sont abonnés par rapport à des jeux concours. Ok. Il y a plein, ceux qui sont passés en magasin et qui se sont dit, tiens, le produit il est génial, j'achète pas maintenant parce que j'en ai pas forcément l'utilité. On les pousse pas à l'achat pour la surconsommation, mais ils se disent, bon, bah, je vais m'abonner quand même parce que le jour où j'en aurai besoin, bah ça va me faire un petit rappel. Et ben, on a des gens tu vois, qui n'ouvrent jamais leur mail. Alors au Ouais, bout d'un moment, nous, on s'amuse aussi à cleaner parce qu'une base mail saine est beaucoup ouais, plus importante qu'une base mail remplie. ouais, Nous, on s'amuse à les cleaner en leur disant, bah voilà, vous avez jamais ouvert notre mail, euh, c'est dommage. On vous offre les frais de port gratuits. Voilà, mais si vous ne souhaitez vraiment plus recevoir de nos nouvelles, ce que on peut comprendre, euh, bah, nous on vous et que vous ne répondez pas, bah, nous on vous supprime automatiquement de on le notre voit pas base mail. beaucoup. Ouais, ce Ouais, mail-là, on le de voit pas votre- beaucoup, mais il est important. Mm. ouais, il est très important parce que sinon on, on, on vise la masse sans avoir quelque chose de qualifié, quoi. Ouais. Et t'as un CRM manager en interne qui gère tout ça? Parce que là aussi, ça a l'air d'être tout Ouais, un on a Vanina qui est notre CRM manager qui a truc de une ça. tuerie là-dedans. Ok. Elle regarde, elle regarde tout ce qui est bah, podcast, vidéo, tuto, etc. Et elle apprend comme nous sur le tas, Ouais. à l'affût de chaque nouvelle déclinaison, possibilité. On a un tips aussi, c'est de s'abonner
aux newsletters de personnes qui le font très très bien Ok. pour essayer de comprendre un peu les flows, les automations de ce que les autres peuvent faire pour nous le reproduire, en tout cas à notre manière. C'est vrai qu'en email marketing, tu as de plus en plus de contenu, de pros qui partagent ça et qui font du conseil aussi. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils font pas juste de la presta agence et t'accompagner sur voilà, autant de temps que possible. C'est que tu peux faire appel à eux une fois. Ils te développent les flows avec toi, ils te conseillent et puis après tu peux être plus autonome. Donc ça, c'est Ouais. plutôt cool et je pense que vous l'aviez fait d'après ce que tu m'avais dit. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est incroyable parce que moi j'y croyais, honnêtement, moi j'y croyais pas trop au début quand on me l'a proposé, en me disant Ok. ouais, mais les newsletters, enfin moi C'est j'en mort. reçois plein à chaque fois, ça me saoule et je les supprime. Mais mine de rien, c'est un vrai canal d'acquisition non négligeable. Ok, d'accord. Tu parles de trucs auxquels tu croyais ou tu croyais pas. Et est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu croyais pas, justement, et qui ont bien marché sur ton site ou sur ta marque? Il y en a plein, il y en a plein. Et il y a des trucs où je croyais et qui n'ont pas marché aussi. J'ai envie de Ouais, dire, la réelle force, je pense que, en tout cas, ma force à moi, je pense que c'est être à l'écoute et ok. de savoir que je n'ai pas la science infuse. Ouais, Euh, Moi et mon équipe, souvent, on a des discussions où eux pensent une certaine chose et moi une autre, mais je suis jamais fermé en disant non, ouais, ton tester. idée elle est mauvaise. Mm. Voilà, c'est vraiment du testing. Ok, tu y crois. Si tu y crois, mets-le en place. Voilà, on va tester. Si ça marche, et ben bravo, tu m'auras donné, Ouais, donner j'aurais eu tort, ouais. tort, ouais, tu auras eu raison et bravo. Et c'est comme ça, comme je t'ai dit sur le CRM, moi j'y croyais pas et ça a très bien marché. Pour Meta également, où je trouvais que c'était des prix très, très élevés. Ouais, Nos shootings de campagne, par ouais, exemple, où ça ouais, demande des vrais budgets très ouais, conséquents, ouais. où on dépense des sommes astronomiques parce qu'on veut des top mannequins, on veut 4 mannequins à chaque fois parce qu'il faut l'homme, la femme, l'enfant, etc. Avec des matériaux, enfin, et des photographes et des maquilleurs, etc. Et ça demande des budgets énormes. Je me dis, ouais, mais pourquoi on fait pas juste des pack shots où on prend un mannequin, on le fout dans un studio, on fait des photos et on fait l'ads. Mais finalement, ils m'ont donné tort puisque sur le digital, en tout cas, ton seul moyen, c'est ta photo Ouais. pour représenter le produit dans son environnement, dans sa vie. Et voilà, un truc que j'y croyais pas du tout. Et des trucs où j'y croyais, par exemple, j'ai voulu aller dans le retail physique en pop-up très tôt, très vite, très rapide, alors que la collection, on avait 2 produits. Et on est allé quand même dans un pop-up qui nous a coûté les yeux de la tête et on n'a pas du tout été rentable. Ouais, ça Euh, arrive. Ça arrive. Je pense que tu as marqué plein de points là-dessus, dans le sens où je pense que quand tu es le CEO d'une marque comme la tienne, quel que soit le secteur, tu es obligé d'être ouvert en fait à tester des trucs que tu n'as pas forcément vu, enfin que tu sais pas si ça va marcher ou pas, ou que tu crois pas forcément parce que tu vois simplement dans le marché qu'il y en a d'autres qui le font, ou que tu as des gens de ton équipe qui te disent que tu dois le faire. Et autre point que je trouve qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'il faut miser beaucoup d'argent sur les shootings, et ça je pense que c'est pour n'importe quelle marque. Il y en a beaucoup qui me disent comme toi, ah ouais, au départ, j'ai pensé pas beaucoup d'argent dans mes shootings. Et puis après, quand j'ai commencé à tripler, voire quadrupler le prix de mes shootings, j'ai eu des photos bien plus qualies sur mon site et tout de suite mes ventes pardon, se sont envolées parce que en fait, la qualité perçue du produit sur le site, Ouais, elle a augmenté naturellement. ouais, c'est dommage. C'est dommage pour les nouvelles marques et peu importe le produit qu'ils lancent, qu'aujourd'hui, les marques lancent des produits géniaux. Tous les jours, il y a de nouveaux concepts et de nouveaux produits qui arrivent, qui sont géniaux, qui sont bien pensés, qui sont à des prix justes, qui sont bons pour la planète. Mais c'est dommage de gâcher tout ce travail-là sur une photo non qualitative. Et finalement, le perçu du consommateur, il va simplement se dire, ouais, en fait, c'est pas pro, donc le produit, il est pas bon. Non, mais c'est ça. Alors Et que, c'est pour n'importe quel produit, hein. Pardon, vas-y. ouais, ouais, c'est ça, c'est pour n'importe quel produit. Alors, si tu sors et que tu penses vraiment que ton produit est qualitatif et bon, Ouais. fais en sorte que ton shooting le soit aussi pour représenter justement la qualité de ton produit. Enfin, moi, je n'ai pas la prétention de dire que je vais lancer une marque ou que je pourrais faire mieux, mais je pense qu'une des choses que je ferais en premier,
C'est genre, c'est ma marque, c'est de miser beaucoup sur le site et les shootings parce que chaque fois, moi, je vois beaucoup de marques passer dans mes boîtes mail parce qu'il y en a des gens qui veulent bosser avec nous. Ou quand je vois le site et que je suis pas convaincu là en tant que personne, je me dis, je suis pas sûr que je pourrais faire l'acquisition, même si le produit a l'air génial. Donc, c'est la première impression qui joue beaucoup. Et je pense que Mais toi, c'est un c'est truc. toujours, mais tu vois, c'est toujours quelque chose de très compliqué parce que quand nous, on nous a annoncé les budgets qu'il fallait sortir pour nos shootings, les Mais oui, premiers budgets c'est pas. où on mettait 2 000 € sur un shooting et le premier gros budget qu'on nous a sorti, je crois que c'était 10 000. Ouais, ça J'ai change, dit, ça change de game. Ouais, je sais, mais j'ai des ouais, clients qui m'ont dit aussi les prix, et je m'imaginais pas des trucs aussi chers. Mais ils me disaient aussi que ça pouvait monter à 3 000 à 4 000 € facilement la journée ou l'après-midi avec deux, trois mannequins. Et oui, après qu'il fallait compter aussi les locaux à louer. Donc j'ai cru comprendre que c'était vraiment très cher et que c'est ouais, un gros investissement, mais qui est rarement, je pense, après, à moins que le produit soit pourri, mais je veux dire, qui rarement n'est pas payant. Je veux dire, si ton produit ouais, il c'est plaît, ça. tu vois, mais voilà. Ok, mais je pense qu'on arrive doucement à la fin du podcast. Je voulais peut-être te questionner sur peut-être la partie plus retail, le point de vente physique, parce que tu l'as peut-être pas précisé, mais tu as quand même une bonne partie de tes ventes, de ton chiffre d'affaires qui est en wholesale et vente physique. Aujourd'hui, Ouais. comment vous fonctionnez là-dessus? Est-ce que vous êtes autant dépendant du wholesale et de la vente physique, ou est-ce que vous avez réussi un peu à vous détacher de tout ça au profit de l'e-commerce? Si tu veux, aujourd'hui, le wholesale représente quand même 60% de notre activité. On a le e-commerce qui va représenter environ 30% et notre retail physique 10%. Ouais, Après, c'est tout jeune. On vient tout juste d'ouvrir la boutique sur Paris, au 117 rue Vieille du Temple, il y a à peine un mois. Donc ça commence à monter petit à petit. On va aller chercher la vitesse de croisière à N+1. Mais ouais, aujourd'hui, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. On parle beaucoup d'omnicanalité, par exemple. Nous, on sait que euh, le wholesale nous a permis d'avoir beaucoup d'acquisitions sur le digital parce qu'on était présent et on maillait la France de tous les villes et provinces et métropoles de France. C'est-à-dire qu'on pouvait retrouver un produit flotte que ce soit à Lyon, à Poitiers, à Paris, à Marseille ou à Cahors. Tu vois, on pouvait vraiment trouver ça et le consommateur qui voit le produit finalement il l'achète peut-être pas forcément tout de suite mais il peut aller sur ton site voir découvrir et derrière acheter et pareil nous gagner de la visibilité et faire des ads par exemple pour notre acquisition digitale finalement ça donnait aussi un réassurance pour le client qui arrive dans une boutique indépendante multimarque et qui se ouais, dit tiens Flotte je l'ai vu c'est une marque assez cool je l'ai vu qu'est-ce qu'ils font etc et j'achète beaucoup plus facilement donc finalement le online bénéficie au offline comme le offline bénéficie au online et bien sûr. le dernier maillon de la chaîne qui est notre boutique physique finalement permet aussi aux personnes qui souhaitent découvrir l'entièreté de la collection, pouvoir essayer parce qu'on reste dans un commerce physique, de sentiments, de feeling, d'essayage, euh, permet aux personnes qui sont de passage à Paris ou qui sont parisiens de venir à la boutique, de découvrir l'expérience flotte, de d'essayer la pièce, de voir, de toucher. Beaucoup nous disent ah ouais mais je pensais pas que c'était aussi léger que ça. Nous, le premier argument qu'on donnait, c'était voilà, on vous protège de la pluie, de forte pluie, avec un produit ultra léger. Vous avez D'accord. l'impression de rien porter sur vous, et en fait, tout le monde nous dit ah ouais, bah j'ai bien fait de passer parce que le produit est génial, etc. Et donc en Ok. fait, tout ça permet euh, de, euh, de s'entraider ensemble. Je comprends. Et c'est vrai que tu as parlé de la boutique physique. Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez lancée finalement 3 ans plus tard? Est-ce que c'est une question simplement de priorité ou de budget? Et également, quel a été l'impact finalement du lancement depuis un mois? Alors, bien entendu, il y avait une question de budget parce qu'ouvrir une boutique aujourd'hui, c'est des capex, c'est-à-dire l'investissement de Ouais. départ est très très important. Ok. Y aller seul, sans financement, sans appui de la banque, c'est aujourd'hui, en tout cas sur Paris, c'est quasi impossible. Ok. Donc il y avait ça, il fallait quand même 3 bilans, etc., pour se lancer. Ok. Mais également, c'était quelque chose qu'on avait vraiment à cœur de faire parce que je pense qu'aujourd'hui, le physique, le commerce physique en tout cas n'est pas mort, Non. il évolue, voilà, et que pour une marque comme nous,
un peu digital, un peu mélangé dans d'autres revendeurs multimarques, par exemple. On a besoin de pouvoir s'exprimer de notre façon, de notre manière, dans un point euh, très, dans un point ancré, dans un point prédéfini, etc. On avait, on ressentait de plus en plus ce besoin-là parce que on avait des clients à nous qui nous envoyaient des mails, qui nous disaient bah je suis de passage à Paris, je connais vos produits, mais avant d'acheter, j'aurais bien aimé essayer et dans la boutique à côté de chez moi qui vend vos produits, ils l'ont pas. D'accord, ok. Voilà, j'aimerais bien essayer avant d'acheter. Bah voilà, on s'est dit bah, ils viennent à Paris, on n'a rien à leur présenter, on n'est pas là. Donc ça devenait de plus en plus une logique, j'ai envie de dire pour nous. D'accord. Et dernière peut-être question, comment vous avez mis en avant la boutique? Est-ce que vous avez fait des news? Est-ce que vous avez fait de la com, de la pub? Alors, on en a fait un peu, pas énormément jusqu'à maintenant. Tout simplement parce que on a envie vraiment comme de l'A/B testing, on a envie de l'éprouver sans perfusion, tu Ok, vois, ouais. publicité, de com et de choses comme ça. On a envie de voir bah, cette boutique d'elle-même, comment elle peut vivre, quels sont les chiffres qu'elle peut faire, quel est l'accueil qu'il peut proposer, etc. Bien entendu, à l'ouverture de la boutique, en tout cas, on a envoyé des newsletters à nos clients. On est ouvert, bien entendu. On a fait quelques posts sur Instagram, mais Oui, à bien sûr. proprement parler, on n'a pas fait de Ouais, ouais, lead c'est ça. en ads pour dire venez, on est là, voici la boutique, etc., etc. Vraiment pour vraiment tester la boutique Ouais. dans sa manière brute. Mm. Et là, content des résultats après un mois? Enfin, genre, Ouais, qu'est-ce que t'en penses? ouais, très très content des résultats. On se dit simplement que si sans activation, on arrive à faire ces chiffres-là, et ben en fait, si on passe la deuxième et on commence les activations, ben, ça peut que aller. Cool. Et après, bien entendu, il faut quand même continuer à travailler sur les produits qu'on va proposer, le service qu'on propose en magasin et tout le reste. Bien sûr. Et globalement, les gens qui viennent en magasin, c'est une grande partie des gens qui vous connaissent ou justement l'inverse des gens qui vous connaissent pas et qui sont curieux quand ils voient la vitrine? Bah, on a un peu des deux. C'est vrai qu'on est dans un quartier où il y a beaucoup de touristes quand même Mm. du monde entier qui connaissent pas. Mais on a été assez impressionnés sur les premiers mois du nombre de personnes qui rentraient dans la boutique et qui nous disaient je Vous êtes connais la marque. Voilà. ok. Alors on leur demandait, mais vous êtes venus pour nous ou vous étiez dans le quartier et vous nous avez vus? Ils nous disent souvent, bah, j'étais dans le quartier, je vous ai vu et je suis pas cliente, mais comme je connais, je suis rentrée pour découvrir. Ouais, ouais, bien sûr. Et en fait, et là commence finalement tout notre travail de Je comprends, ouais. présenter la marque et voilà. Ok, très clair. Bah écoute, moi j'ai tout dit avec toi, j'ai tout vu, c'était hyper intéressant. Merci Mickaël. C'était un Merci à plaisir de t'avoir, toi. franchement. Je sais pas si tu veux conclure avec quelque chose ou un dernier conseil, mais en tout cas, moi je t'ai posé toutes mes questions. Bah moi le seul conseil que j'ai à donner c'est comme moi c'est écouter vos collaborateurs, écouter votre entourage parce que il y a toujours de bonnes idées qui grouillent un peu partout même si des fois on a l'impression que elles sont mauvaises, parfois elles sont bonnes. Bah, c'est ce que j'ai constaté chez toi, c'est beaucoup d'humilité en tout cas, et t'as aucune certitude, et ça fait plaisir de savoir que voilà, on peut aussi être ouvert à tester des choses. Et moi, c'est ce que j'ai vite constaté chez toi en collaborant avec toi déjà, et en faisant ce podcast, en discutant. Donc merci à toi. Merci pour ton accueil en tout cas. Je t'en prie. Et une dernière petite question, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi? Il y a des gens qui aiment bien échanger, qui aiment bien poser des questions. Dis-nous. Ouais, on peut me retrouver sur LinkedIn où vous tapez Michael Pan. Vous pouvez me retrouver, vous pouvez suivre le compte Instagram flood.fr, vous Ouais, envoyez des messages et de toute façon l'équipe me transmet tout. ouais, ça peut être bien aussi. Parfait, merci à toi. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Et moi, je te dis à bientôt. Je te souhaite une bonne soirée. Salut. Merci, salut.